Dans l'actualité nationale, le grand oral de la primature, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Daniel Kablan-Duncan, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Il a parlé de l'action gouvernementale. L'opération d'exhumation des restes victimes de la récente crise post-électorale a effectivement démarré ce jeudi. Le premier coup de pioche de l'opération d'exhumation a été donné par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Au Mali, l'actualité tourne autour de la formation des militaires maliens dans le cadre de la normalisation de la situation sociopolitique. Le sujet a été examiné aux Nations Unies. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bonsoir et bienvenue à ce point complet de l'actualité nationale et internationale. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, la rédaction du RTI 1 vous propose un dossier consacré aux grossesses en milieu scolaire. Dans l'enseignement primaire et secondaire, des jeunes filles de moins de 18 ans portent des grossesses non désirées. Le dossier dans une dizaine de minutes. Commençons par ce grand oral de Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Le chef du gouvernement ivoirien a présenté les actions déjà menées par le gouvernement et celles à venir. Alvorassa. Première conférence de presse bilan des activités du gouvernement ivoirien fait par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plusieurs sujets d'intérêt national et international ont été abordés avec pour grand thème la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Au niveau de la sécurité, selon le Premier ministre, le gouvernement va continuer à mobiliser les ressources nécessaires pour gagner la bataille de la paix. Le président de la République a mis en place en août 2012 le Conseil national de sécurité, en abrégé CNS. Le CNS a déjà consenti beaucoup d'efforts financiers à l'équipement de nos forces de sécurité, armée, gendarmerie, police, tant à moyens d'intervention qu'en matière de mobilité et de communication afin de les rendre plus opérationnels. À cela, il faut ajouter la mise en place ces derniers jours du Centre de coordination des décisions opérationnelles pour contribuer à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Le deuxième axe de la politique du gouvernement, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Pour lui, tous les Ivoiriens doivent se mobiliser pour cicatriser les stigmates de la crise post-électorale. La réconciliation nationale n'est pas une option, c'est bien une obligation, de bon sens, devrais-je ajouter. Et le gouvernement est résolu, avec détermination et engagement, à y consacrer l'énergie qu'il faut. La mise en place de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vise à créer les conditions du pardon et de la réconciliation, mais soulignons-le, sans impunité. Et pour apaiser l'ensemble des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, selon le Premier ministre, a même créé le cadre permanent du dialogue, sans compter toutes les rencontres que le gouvernement a eues avec l'opposition et particulièrement avec le Front populaire ivoirien. Le Premier ministre a également fait cas de la relance économique et de la reconstruction post-crise. Le plan national de développement couvrant la période 2012-2015, dont l'objectif est de réaliser une croissance économique forte et inclusive. Le niveau de 11 076 milliards de francs CFA projeté sur la période 2012-2015 est nécessaire pour remettre à niveau nos infrastructures économiques et sociales devenues vétustes et insuffisantes du fait notamment du manque d'entretien pendant la longue et difficile décennie de crise. Les réformes sont également en cours au niveau des mines, de l'énergie et des filières agricoles. Le gouvernement ivoirien accorde aussi la priorité au secteur privé, moteur de la croissance en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi des efforts seront toujours faits par le gouvernement pour assainir l'environnement des affaires. Après l'exposé du Premier ministre, suivront des échanges avec les journalistes. Il a répondu à leurs préoccupations sans détour, avec preuve à l'appui, pour finir de les convaincre.
Convaincu par la conférence, convaincu par le discours, convaincu par la véracité des paroles et aussi des actes, puisque étant journaliste, j'ai parfois accompagné le Premier ministre dans la visite de certains travaux, de certains chantiers, et je souhaite à la Côte d'Ivoire bonne continuation. Il a aussi soutenu qu'il faut donner du temps au gouvernement pour transformer la Côte d'Ivoire, un pays sans espoir il y a quelque temps, en un pays où il fait bon vivre. Une tête donc d'espoir qui s'en va, se développant avec le travail de tous ses fils et filles. Après ce journal, une édition spéciale sera consacrée à cette rencontre entre le Premier ministre ivoirien et la presse nationale et internationale. À présent, quelques réactions proposées par Alexis Ouedraogo. Il faut que de façon périodique, le gouvernement puisse affronter les journalistes, puisse affronter la population pour leur expliquer les actions qu'ils mènent. Il y a eu beaucoup de promesses, certes, mais bon, nous attendons de voir. Et comme 2014, 2015, ce n'est pas loin. On a senti par moments que le Premier ministre maîtrisait son sujet, qu'il avait des chiffres pour étayer son argumentaire. Mais il y a des moments où vraiment le doute est resté entier sur, par exemple, la question de l'électricité. Sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment satisfaisant. Le tour de toute la question de développement, le tour de toute la question qui mine la Côte d'Ivoire ont été faits par le Premier ministre. Et vraiment, il m'a convaincu sur tous les plans. Nous espérons que cette conférence de presse ne soit pas une conférence de plus, que les grandes orientations arrêtées lors de cette conférence soient appliquées dans leur entièreté. Tout ce qui a été fait, c'est le travail d'une année, d'une seule année. Donc, pour emboîter un peu le pas à ce qu'il a dit, on va donc prendre patience et puis attendre peut-être jusqu'à la fin du mandat pour évaluer réellement l'action du gouvernement sur la vie des populations. Il a répondu à toutes les préoccupations. J'espère que chacun pourra faire les analyses qu'il veut à son niveau. Le gouvernement travaille énormément pour le bien-être des populations. Mais malheureusement, il y a des difficultés pour que les populations se rendent compte de cela et le voient. Or aujourd'hui, l'exercice du Premier ministre, ça a été vraiment de démontrer, avec des chiffres, où nous en sommes, d'où nous étions partis d'abord, où nous en sommes aujourd'hui, et ce que le gouvernement a fait. Et je pense que c'est une très bonne chose. Rappelons qu'après ce journal, une édition spéciale sera consacrée à cette rencontre entre le Premier ministre ivoirien et la presse nationale et internationale. Comme annoncé depuis quelques jours, l'opération d'exhumation des restes des morts victimes de la récente crise post-électorale a effectivement démarré ce jeudi. Le premier coup de pioche de l'opération d'exhumation a été donné par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Koulibaly. C'était à la mosquée principale du camp militaire dans la commune de Yopougon. Compte rendu, Léon Bro. Les grandes douleurs sont muettes. Cet adage a pu être observé ce jeudi à la mosquée principale de Yopougon, camp militaire. Au préalable, il a fallu maintenir parents, amis et connaissances de Alabi Azim, Traoré Ahmed, Kofi Kokonguessan et Loi Corentin, hors du périmètre de l'opération d'exhumation des restes de ces 4 personnes, exécutées le 4 avril par des hommes en armes, selon témoins. L'opération d'aujourd'hui, là, bon, moi, je ne m'attendais pas à ça. Des corps brûlés qui ont fait plus d'1 an. S'ils disent qu'ils vont les enlever, nous donner pour les enterrer dignement, bon, je suis d'accord. Cette action va permettre, n'est-ce pas, d'atténuer nos traumatismes. Parents des victimes, des orphelins, des veuves, de toute la famille du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. En lançant cette opération d'exhumation, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est voulu rassurant. Les assassinats de la crise post-électorale ne resteront pas impunis. Les suites seront judiciaires après les autopsies. Les magistrats seront mieux informés donc, sur la nature des décès et le nombre de personnes qui auraient été découvertes dans ces fosses-là. Cela va permettre une meilleure manifestation de la vérité. Après la mosquée de camp militaire, l'équipe d'exhumation composée de médecins légistes et de la police scientifique va visiter tout le district d'Abidjan et le reste du territoire national. Objectif, exhumer les restes d'environ 900 morts de la crise post-électorale, des fosses communes et tombes isolées, dont 376 pour la seule commune de Yopougon. À quelques jours du lancement de la campagne pour les élections couplées municipales et régionales du 21 avril prochain,
Le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale a initié une campagne de sensibilisation pour un bon déroulement du scrutin. Cette organisation de la société civile a lancé un appel à l'apaisement à l'ensemble des candidats et aux électeurs. L'initiative est soutenue par la CDVR, la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Maïsako nous en parle. À la veille de la campagne des élections couplées municipales et régionales, les femmes de Côte d'Ivoire appellent au pardon, à la tolérance et à la modération. Tout à l'heure, j'ai appelé les candidats à une campagne apaisée. Nous ferons de porte à porte pour que les femmes leur donnent leur message, pour que les femmes leur disent leur engagement à aller à la paix. Un message de paix et de sensibilisation qui s'inscrit dans la droite ligne des actions menées par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il est donc impérieux, à l'approche de ces élections, que l'esprit de dialogue, de pardon et de tolérance nous anime. Les associations féminines ont tiré les leçons de la récente crise post-électorale et sont déterminées à tout mettre en œuvre pour éviter de nouvelles violences. Toutes les candidats, trop c'est trop. On ne veut plus des victimes de guerre qui viendront s'ajouter à moi. Nous sommes fatigués. Un pays ne peut pas aller de guerre en guerre, comme on le dit. Aujourd'hui, nous, on se doit de s'inscrire dans la vision de la paix parce que nous sommes jeunes. On a encore l'avenir devant nous. Comme on l'a dit, on a eu un moment où on a fait la guerre. Aujourd'hui, on doit faire la paix pour penser notre avenir. Comme nous sommes jeunes, pour penser l'insertion de la jeunesse que nous sommes. Les femmes entendent véhiculer leur message en faveur de la paix à travers des actions de proximité pour des élections municipales et régionales pacifiques ce 21 avril. Faisons maintenant une escale dans le domaine de l'audiovisuel. La RTI et l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, renforcent leur coopération dans le cadre des échanges de programmes. Leur objectif, c'est de répondre aux attentes des téléspectateurs et auditeurs de Côte d'Ivoire et du Bénin. Les détails avec Francis Boifo. Appareil numérique à la main, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, immortalise sa visite dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à Cocody. Des studios A et B à la régie finale en passant par les régies numériques, Stéphane Todomé s'informe du mode de fonctionnement des équipements techniques. La RTI est à la pointe de la technologie. En matière de matériel, je crois que la RTI n'a rien à envier aux grandes chaînes de l'Europe pour ce que j'ai vu. Ce qu'il faut faire, c'est encourager la production locale. Et je crois que la RTI le fait déjà très bien. Et nous allons rendre compte à notre ministre. Avant cette visite, le premier responsable de l'ORTB a échangé avec le directeur général de la RTI, Aka Saïe Lazare, et ses plus proches collaborateurs. La rencontre a porté sur les échanges de programmes. Pour avoir des programmes qui sont produits ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de passer par des organismes multilatéraux. Pourquoi l'ORTB et la RTI ne s'entendraient pas pour échanger les programmes, ne serait-ce que par simple courrier. Ce qui fait notre curiosité ici, vous avez une deuxième chaîne de télévision, nous nous apprêtons à avoir une deuxième chaîne de télévision. Donc dans cette matière, vous avez quand même une avance sur nous. Nous sommes venus pour voir également comment ça se passe ici, comment cette chaîne est administrée et comment la mise en place a été faite. Toujours dans le cadre de la coopération entre la RTI et l'ORTB, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin rencontre vendredi le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Voilà, comme notre reporter l'a dit, eh bien, la délégation de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin sera reçue demain donc par la ministre de la Communication. Parlons maintenant du renforcement des capacités d'enseignants du primaire. Il s'agit d'une formation à distance initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui a pour objectif l'amélioration du fonctionnement du système éducatif ivoirien, nous dit notre reporter Mamadou Kouassi. Former les instituteurs pour un meilleur rendement scolaire des apprenants. Ce renforcement des capacités se fera à distance afin que les enseignants des zones rurales puissent en bénéficier. Si le livre il ne change pas. La méthodologie que j'utilise, elle est adaptée au livre que j'ai. C'est lorsque les contenus seront nouveaux. À ces contenus nouveaux, il faut une pédagogie nouvelle. En pédagogie,
On dit aux enseignants, si vous avez un cours par exemple, voici comment vous devez faire le cours. Voici parce que chaque enseignant, qu'est-ce qui se passe dans son lieu, donné dans son village, il se débrouille seul. Et il n'y a pas d'harmonisation entre les différentes méthodologies d'enseignement. Donc aujourd'hui, on vous dit, voilà, ensemble, celui qui est à Ferke, celui qui est à Abidjan, celui qui est à San Pedro, voici comment vous devez conduire une leçon. Et c'est en cela que c'est important. La formation continue, un levier en matière de qualité et d'équité, va permettre d'actualiser les connaissances des enseignants. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, l'Association ivoirienne pour la francophonie et l'Organisation internationale pour la francophonie soutiennent le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour réussir ce pari. Avec les efforts visant à la généralisation de l'enseignement de base, consentis dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, la question de la formation à distance des maîtres doit être traitée avec diligence. Après cette formation, les instituteurs pourront accéder aux informations sur la culture, un apport indispensable à l'enseignement. Après analyse des besoins des participants, il sera question d'insuffler une nouvelle dynamique à l'école ivoirienne. On en vient maintenant au dossier du jeudi consacré à une réalité dans les établissements primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. Les grossesses non désirées des jeunes filles de moins de 18 ans portent ces grossesses. Le constat est fait dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est le cas dans la région de Grand Laou, Douadélazer y était. Ange Chimène a 14 ans, elle fait la classe de 5e. Mais cette année, elle ne va plus à l'école parce qu'elle s'est fait enceinter par un jeune garçon de 6e dans son établissement et ses amis se moquent de son état. Il dit s'il a reconnu la grossesse, sa maman a plus le mettre à l'école. Donc il est venu dire à papa que c'est pas lui, il a refusé la grossesse. Donc quand je m'en vais à l'école, j'ai honte de mes amis. Dans son école, le directeur des études n'accepte pas les élèves en grossesse pendant l'année scolaire. Pour Emir Nguessan, l'école est un lieu d'éducation. À côté de l'enseignement que nous dispensons, nous insistons beaucoup sur l'éducation. Et donc, nous ne voulons pas faire la promotion de ces genres d'attitudes. Et pour lutter un peu contre ce phénomène-là, nous arrêtons systématiquement les cours pour les très jeunes. Comme Ange Chimène, plusieurs jeunes filles n'échappent pas à la grossesse précoce en milieu scolaire. Et pourtant, le risque de mortalité à l'accouchement est plus élevé selon les gynécologues. Compte tenu du fait que le bassin n'est pas encore mature, il peut y avoir des complications au cours de l'accouchement. Donc ce qui va faire que pour prévenir éventuellement ces différentes complications, ces personnes-là seront sujettes à des césariennes électives. En général, ce sont des jeunes filles qui ne sont pas très observantes. Il peut y avoir des risques d'hémorragie, donc l'anémie qui peut l'emporter. Il peut y avoir des risques d'infection qui peut aussi entraîner des septicémies qui peut l'emporter. Donc, il y a beaucoup de risques pour elle de perdre la vie si elle est bien suivie du début jusqu'à la fin de la grossesse, qu'elle fait tous ses bilans, qu'elle fait tous ses vaccins et qu'elle a pris en charge par un médecin gynécologue. En général, il va choisir la méthode idéale pour éviter qu'elle n'ait des complications et qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Dans le département de Grand Laou, 9 cas de grossesse et 4 décès liés à l'avortement ont été révélés dans les établissements en début de cette année scolaire. À Boaké, le constat est le même. Déjà au premier trimestre de l'année académique 2012-2013, 88 cas de grossesse précoce avaient été identifiés dans les 2 directions régionales et les auteurs sont parfois de divers corps de métiers. La plupart des filles enceintes viennent du premier cycle. Elles sont vraiment innocentes, naïves, des chauffeurs de taxi moto, des tauliers, des mécaniciens qui sont les auteurs. Mais au lycée classique, certaines collégiennes sont prudentes. Les garçons m'abordent. Je me dis qu'il y a un temps pour ça. Actuellement, je suis à l'école, je pense aussi à mes soucis et puis les soucis de la famille. Donc, je me dis que je dois aller loin pour pouvoir m'occuper de mes parents. Donc, ça aussi, ça vient au second plan. Pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le phénomène de grossesse en milieu scolaire est lié au manque d'assistance sociale dans les écoles. Mais le gouvernement travaille à un plan d'action. Il y a des comités de veille qui ont été installés dans les écoles qui permettent aux enfants de pouvoir s'y référer en cas de besoin pour des soutiens psychologiques, des appuis psychologiques. Donc vous avez des travailleurs sociaux
qui sont du ministère de l'Éducation nationale et aussi des assistants sociaux qui ne sont pas du ministère de l'Éducation nationale mais aussi du ministère de la Solidarité et qui travaillent dans des structures telles que les centres sociaux et les centres d'éducation spécialisés. Vous avez des éducateurs spécialisés. Et donc cette collaboration permet de faire le relais de l'institution à la vie en famille. Aujourd'hui, nous envisageons même un passage à échelle de ces projets qui va toucher encore plus d'établissements. Parce que nous étions dans une dizaine d'établissements et maintenant ça va s'étendre sur plusieurs écoles où les enfants auront facilement accès aux services sociaux. La Côte d'Ivoire a enregistré de 2011 à 2012 plus de 3000 cas de grossesse précoce en milieu scolaire, dont 432 cas dans la direction régionale de Bondoukou et 200 dans le département de Vavois. C'était le dossier de la rédaction. Et puis, faute d'extrait de naissance, 125 élèves du CM2 de la circonscription primaire de Sikinsi ne passeront pas le CEPE et le concours d'entrée en 6e au mois de mai prochain. L'information a été donnée par l'inspecteur de l'enseignement primaire de la région au cours d'une conférence qui avait pour thème le rôle de l'école et de l'état civil dans la vie d'une communauté. À quel âge faut-il permettre aux enfants d'aller sur Internet? C'est une question que se posent les parents. Une chose est sûre, les enfants âgés de 6 à 16 ans s'intéressent de plus en plus aux technologies de l'information, ignorant parfois les risques liés à l'utilisation de l'Internet. Fatou Fofana. Génération NTIC ou encore bébé Internet, c'est ainsi que sont appelés ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, véritables passionnés d'Internet. Ils passent de longues heures et même des journées entières scotchés devant l'ordinateur. Qu'est-ce qui captive tant l'attention de ces enfants sur Internet? Lorsque je me connecte sur Internet, je joue à des jeux où je communique avec des amis ou des parents qui sont loin. Je vais souvent sur le net pour bavarder avec mes amis sur Facebook ou Twitter. Et je vais aussi pour m'instruire. Le cyberespace n'est pas toujours sans danger pour ces enfants. Ils sont notamment exposés à la violence, au sexe et à des influences négatives. Les parents essaient à leur niveau, dans la mesure du possible, de suivre les activités de leurs enfants sur la toile. Je contrôle parce que maintenant, la cyber, il y a beaucoup de choses dedans qui nous gênent. Donc vraiment, comme je travaille dans la maison, là, je surveille. Les parents utilisent les moyens de bord. Ils ne sont pas toujours suffisants pour protéger les enfants des menaces de l'espace Internet. Les spécialistes, quant à eux, proposent des moyens plus techniques et bien plus efficaces. Et pour les parents aussi, ils peuvent surveiller leurs enfants à travers les outils de contrôle parental. Ce sont des outils qui sont pour la plupart gratuits sur Internet. L'outil le plus intéressant ici, c'est Google Safe Search. Vous pouvez autoriser les sites sur lesquels vos enfants peuvent partir. Internet reste un couteau à double tranchant. Malgré les dangers présents sur la toile, cet outil demeure un moyen didactique pour les enfants. Toujours selon les spécialistes, dès l'âge de 7 ans, l'enfant peut aller sur Internet, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte. Dans l'actualité, le lancement d'une campagne de communication et de sensibilisation sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Il s'agit pour l'UEMOA d'inviter les États membres de l'Union à adopter ce nouveau cadre qui a pour objectif d'améliorer les politiques budgétaires des États membres. Des précisions avec Jean-Jacques Kwame. Pour une transposition réussie des directives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques dans les 8 États membres de l'Union, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a procédé ce mercredi au lancement d'une campagne de communication et de sensibilisation du nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Personnes ciblées, les acteurs de la finance, la presse et la société civile. Abidjan, première étape de cette campagne, vise à assurer une gestion efficace et transparente des finances publiques en vue de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales. Nos États, pendant un moment, n'avaient pas un certain nombre d'outils pour assurer aux citoyens lambda que les finances publiques sont bien gérées. Donc ces actes viennent pour un peu compenser ce vide qui a existé à un moment. C'est un bon qualitatif que l'ensemble des pays de l'UEMOA va réaliser
en se mettant au niveau des standards internationaux en matière de finances publiques. La Côte d'Ivoire, a précisé le représentant du ministre en charge de l'économie, a pris du retard dans la transposition des directives de l'Union, crise oblige. C'est pourquoi le représentant du ministre a invité les participants à prendre les dispositions pour que cette directive soit adoptée. Adoptée en mars et juin 2009 par le Conseil des ministres de l'UEMOA, les directives du cadre harmonisé des finances publiques, au nombre de 6, portent entre autres sur le tableau des opérations de l'État et le plan comptable de l'État. Après la Côte d'Ivoire, les 7 pays de l'Union vont également bénéficier de cette campagne de sensibilisation. Le secteur agricole à présent, la campagne de la filière Kajou 2013 sera lancée dans le département de Ferkessé-Dougou. Pour l'instant, l'heure est à la sensibilisation des producteurs avant la fixation officielle du prix de la noix de cajou. Charles Tatou, pour en savoir davantage. Le comité de réflexion, d'éveil et de suivi de la campagne Kajou est en tournée pour rencontrer les producteurs. À Bouaké, capitale de la région de Gbeke, Meïté Mamoudou, président du comité scientifique pour la fixation du prix du cajou, a longuement expliqué les raisons pour lesquelles le prix du kilogramme de noix de cajou est passé de 310 francs à 200 francs cette année. Il y a eu la floraison tardive et la récolte en saison pluvieuse. La qualité était très mauvaise. Il y a eu un certain nombre de facteurs, le facteur concurrentiel à plusieurs niveaux. Et par rapport à ça, l'autorité de régulation et le gouvernement a décidé de mettre en place un comité scientifique et technique. Le prix de 200 francs Borchamp, c'est un prix obligatoire. Venus nombreux à cette rencontre, les participants se disent satisfaits et prêts à donner un nouvel élan à la filière cajou. Tout ce qu'ils ont dit au niveau de la qualité, il faut forcément la qualité, sinon on ne peut pas être en avant. Les prix fixés seront suivis et seront appliqués strictement. Après la région de Gbeke, le comité visitera les régions du Poro, du Worodougou et celle du Kabadougou avant le lancement officiel de la campagne 2013 prévue à Ferkessé-Dougou. À l'étranger, première escale au Mali où l'actualité tourne autour de la formation des militaires maliens dans le cadre de la normalisation de la situation sociopolitique. Le sujet a été examiné par la communauté internationale au siège des Nations Unies, direction New York. À l'issue d'une consultation sur le Mali en Conseil de sécurité, les États-Unis ont souhaité qu'une mission de maintien de la paix de l'ONU, force de 1200 casques bleus, soit déployée au plus tôt. Une force qui prendrait le relais des militaires français et des forces panafricaines dès que les conditions de sécurité le permettront. Le but de cette opération des Nations Unies devrait, à notre avis, contribuer à l'élaboration au Mali d'un État sûr et démocratique, en prenant en compte toutes les communautés du pays, afin de soutenir l'intégrité de son territoire et la restauration complète de la souveraineté malienne. En attendant la mise en place de cette force onusienne, un premier contingent de 600 soldats maliens a entamé mardi sa formation par une centaine d'instructeurs européens à Koulikoro, à une soixantaine de kilomètres de la capitale Bamako. Dans un premier temps, ce contingent aura une formation généraliste. Nous attendons beaucoup de cette formation, puisque nous avons des faiblesses. Nous pensons qu'avec ce temps d'entraînement et de formation, chaque élément sera disponible, prêt à remplir sa mission qui sera dévolue dans le cadre de la libération du Nord et de la stabilisation du Mali. Cette formation de 10 semaines débute alors que la France prépare son désengagement partiel de ses 4000 soldats déployés dans le pays. À terme, la mission reconstruction de l'armée malienne comprendra 550 militaires de 13 pays européens. J'ai discuté avec des soldats maliens, ils sont particulièrement fiers et honorés de venir ici, suivre cette formation et de faire partie de ce bataillon. Objectif, professionnaliser les soldats maliens pour qu'ils soient capables de résister aux attaques des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. En dépit de l'intervention franco-africaine, la persistance de l'activité djihadiste rend nécessaire dans l'immédiat la formation urgente de l'armée malienne.
Voilà, fin de cette édition. Rappelons que le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Et le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a fait le bilan des activités de l'action gouvernementale. Cette conférence de presse avait pour thème « Bilan et perspective du programme de travail gouvernemental ». Après ce journal, une édition spéciale vous sera à proposer. On a rendez-vous demain à 20 h avec beaucoup de plaisir.